Yves Chevalier a été mon prédécesseur au ministère de la Culture, en charge de ce qu'on appelle aujourd'hui des biens culturels maritimes pour la façade littorale qui va du Rhône à la frontière espagnole. En ce sens, M. Chevalier a été un véritable pionnier, un plongeur autodidacte. Il est arrivé par le biais de la plongée. Il a, aux côtés d'autres grands pionniers de l'archéologie sous-marine, aux côtés de Frédéric Dumas par exemple, de Claude Santamaria, de ces grands noms de personnes qui ont tout de suite compris ce que les épaves pouvaient apporter à la connaissance historique en termes de navigation, de commerce maritime, de construction navale, ce qui n'était pas évident puisqu'au départ on considérait que ces objets étaient surtout des objets dignes de collection. Donc ces personnes ont tout de suite réalisé l'apport de ces pièces pour la connaissance historique et M. Chevalier a commencé donc comme cela, plongeur à Port-Vendre, sur l'épave de l'Anse Gerbal qu'il a exploré lui-même à la fin des années 50, début des années 60. Lorsqu'est sortie la loi de 1961 sur les épaves à caractère archéologique, qui a distingué pour la première fois ces épaves ayant un réel intérêt en matière de patrimoine et d'information historique, des épaves quelles qu'elles soient, d'un voilier qui s'est jeté sur les rochers, d'une voiture qui est tombée à la mer, puisqu'on appelait épave tout ce qui nuisait à la navigation. Donc lorsqu'est sortie la loi de 1961 visant à protéger les épaves à caractère archéologique, aucun archéologue à l'époque ne plongeait. Et tout naturellement, M. Chevalier a été recruté au ministère de la Culture dans ce qu'on appelait les directions des antiquités, qui sont les ancêtres de ce qu'on nomme aujourd'hui services régionaux de l'archéologie. Et au sein de ces directions des antiquités, donc Provence, Côte d'Azur d'un côté et Languedoc-Roussillon de l'autre, c'est-à-dire des directions des antiquités à façade méditerranéenne, il a été en charge de la gestion des découvertes que les plongeurs voulaient bien signaler. Alors à ce titre, il a aussi travaillé sur des épaves qui sont sorties de milieux terrestres. Aujourd'hui c'est plus fréquent, mais c'était très rare à l'époque. Donc notamment la galère de César, le bateau qu'on appelle la galère de César, qui n'est pas une galère, qui est un bateau de commerce et qui est exposé aujourd'hui au musée des docks romains à Marseille. Et tout naturellement, lorsque le ministère de la Culture a créé la direction des recherches archéologiques sous-marines, un service chargé exclusivement cette fois-ci de l'ensemble de ce patrimoine archéologique pour tout le littoral français, M. Chevalier a été le premier nommé dans ce service. Et puis il a eu la responsabilité de la mise en chantier de l'Archéonote, qui est sorti l'année suivante, en 1967. Et là, il s'est retrouvé le seul fonctionnaire d'État encadrant des équipes de plongeurs bénévoles dans différentes missions, aussi bien au Cap d'Agde, à Leucate, à Port-Vendre, donc la fouille de l'épave de l'Anse Gerbal, cette fois-ci, qui est devenue une fouille officielle du ministère de la Culture. Et puis également pour les grottes préhistoriques, il a travaillé avec messieurs Bonifay, Courtin, sur la prospection des grottes préhistoriques, notamment dans les Calanques entre Cassis et Marseille. Donc on voit qu'il a acquis là une très grande polyvalence, d'une part, puisqu'il travaillait aussi bien sur les périodes protohistoriques ou âge du bronze, dans les temps de Leucate, que sur des épaves de l'Antiquité. Et en 1973, il a demandé à ne s'occuper exclusivement que du Languedoc-Roussillon, sachant qu'à ce moment-là, la Drasme s'était un petit peu étoffée en personnel, que des professionnels avaient enfin rejoint la discipline, c'est-à-dire des archéologues de formation qui s'étaient mis à pratiquer la plongée sous-marine, qui s'étaient formés et qui étaient capables de conduire des fouilles. Donc la Drasme à Marseille a continué à s'occuper des littoraux de Corse, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et quelque peu de l'ouest de la France qui était encore bien loin. Et
Monsieur Chevalier s'est consacré cette fois-ci exclusivement entre 1973 et 1992 sur les vestiges archéologiques du Languedoc-Roussillon en étant basé à Perpignan. Il a notamment développé considérablement les collections de Port-Vendre, les collections du Cap d'Agde également. Et puis moi je l'ai donc remplacé puisque j'ai été nommée en 1992 pour reprendre cette fonction lorsqu'il a été affecté au musée de Tautavel. Et je n'ai eu qu'à me louer du travail qu'il avait réalisé, parce que lorsque je me suis immergée dans ses archives, je dis immergée entre guillemets, avant de m'immerger au propre sur les sites archéologiques, lorsque je me suis immergée dans ses archives, dans ses courriers, eh bien j'ai apprécié grandement de voir le soin, la précision, le scrupule qu'il apportait à toutes ces correspondances qu'il entretenait avec les plongeurs, avec les autorités maritimes, puisque ce service est quand même à la croisée de plusieurs mondes, hein, le monde de la mer, le monde de la science et également le monde de la plongée sous-marine. Je suis venu, si vous voulez, à l'archéologie sous-marine par la mer. D'abord, si vous voulez, j'ai appris à nager avec mon père à Collioure et je me suis passionné pour la mer. Puis, si vous voulez, j'ai été intéressé par les premiers vestiges qui ont été découverts à Port-Vendre dans l'Anse Gerbal, où il y avait énormément de vestiges, notamment dans l'Anse Gerbal, mais aussi tout le tour de Port-Vendre, parce que le port de Port-Vendre ayant été dragué, en suivant le tombant de drague, on trouvait énormément de tessons et de cols d'amphore. Nous avons créé à Perpignan le groupe de recherche et d'études sous-marines du Roussillon, dont alors comme nous avions besoin et nous avions comme but de nous intéresser à l'épave de l'Anse Gerbal, nous avons créé ce groupe et le premier président qui a été désigné était Pierre Ponsic, qui avait, si vous voulez, son aura d'archéologue. Ponsic n'est pas resté longtemps et il a été rapidement remplacé par Henri Ducommun. Nous sommes tous devenus des pionniers puisque nous nous sommes formés sur le tas à partir des années 50-53. Et moi, je me suis spécialisé alors surtout dans la plongée sous-marine, autodidacte, puisque j'ai appris tout seul à plonger. Nous allions à l'époque en voiture, à l'époque j'avais une 2 chevaux, sur la tête de la jetée de Port-Vendre, et nous avons fait nos classes là, avec plusieurs amis tout autour du phare de la jetée de Port-Vendre. Le site de l'Anse Gerbal, puisqu'il y a l'épave et le dépotoir, ont été signalés à l'époque par le scaphandrier de l'époque, je ne sais pas si c'est M. Ephimiopoulos, mais et surtout quand il y a eu des dragages, parce que le port de Port-Vendre a été périodiquement dragué depuis le XVIIe. Pierre Ponsic étant parti, nous avons continué, si vous voulez, des sondages. Malheureusement, moi, personnellement, il a fallu que je me forme. Alors, je suis parti à Montpellier, où j'ai fait 2 ans de droit à la faculté de droit, et l'école de notariat de Montpellier, parce que pour gagner ma vie, je me destinais au notariat, et j'avais comme but de passer mon examen de notaire. Alors, après 3 ans à Montpellier, je suis rentré comme clerc stagiaire, où je préparais ma licence en droit, et mon diplôme de notaire dans l'étude de maître fournier, place Guétry à Perpignan. Alors, entre-temps, je me suis formé professionnellement à la plongée sous-marine et j'ai passé un diplôme de moniteur national de plongée sous-marine en 1957 à Niolon, sous l'égide de la Fédération française d'études de sport sous-marin. Bon. Puis, en 1959, j'étais sursitaire, mais j'étais déjà quand même malgré tout chef de famille puisque je me suis marié en 53, j'ai eu un enfant en 55 je crois, et je suis parti faire mon service militaire à Saint-Mandrier en 1959 où j'ai été certifié plongeur par la Marine nationale et je suis resté à Saint-Mandrier comme instructeur. De 1959 à 1961, sous les ordres, dans un premier temps, de Philippe Taillès, le fameux mousquemer Taillès, Cousteau, Dumas. Et en 1959, je suis rentré
à Perpignan. Alors j'avais fait la connaissance dans les années 50 de Fernand Benoît, de par toujours le Port-Vendre et ses épaves, qui était à l'époque conservateur du musée Borelli. Il était membre de l'Institut, c'était un archéologue célèbre, et il était fanatique d'archéologie sous-marine, y compris, si vous voulez, à ce qu'il devienne un activiste. Il harcelait le ministère de lettres, notamment j'ai la souvenance d'une lettre, quand j'ai été nommé en 61, où il a écrit à Malraux, Monsieur le ministre, les pillards qui déciment les gisements sous-marins ont des bateaux, des arcoas de luxe, et mon assistant n'a même pas une bicyclette. De 1953 à 1959, j'ai eu divers ordres de mission. Dans un premier temps, de Jean Auré, qui était le directeur des antiquités historiques de Montpellier, puisque vous savez, il y avait les deux circonscriptions, antiquités historiques et antiquités préhistoriques, et Jean Auré était directeur des antiquités historiques. Il est mort en Pologne et il a été remplacé par Hubert Gallet-le-Santerre. Alors, du temps de Jean Auré, j'ai eu des ordres de mission m'autorisant et me chargeant de prospecter Port-Vendre et Lens-Gerval. Ça a été renouvelé par Gallet-le-Santerre. Nous avons essayé de fouiller l'épave de Lens-Gerval dans un premier temps, et avec des crédits relativement modestes, et les premiers sondages, au point de vue, si vous voulez, matériel, c'est-à-dire, ont été faits par l'entreprise de Marcelin, à Port-Vendre. Notamment, j'avais creusé une tranchée parallèle le long de l'épave pour pouvoir verser les sédiments de l'épave dans la tranchée. Bon, alors, malheureusement, Lens-Gerval était occupé par un charpentier de marine qui s'appelait Bernadou, qui était un charpentier de marine unique en Roussillon et qui était quasiment d'utilité publique. Car il utilisait un système archaïque, si vous voulez, c'est une espèce de, on appelle ça un slip de mise à terre, qui est un berceau, si vous voulez, en bois, qui coulisse sur des traverses, et puis qui après se posait sur le sédiment de Lens-Gerval pour mettre à terre tous les bateaux, et notamment les chalutiers pour les carénages et les sauvetages, tout ça, etc. Et comme ce slip naviguait un petit peu sur le sédiment qui recouvrait Lens-Gerval, il a fallu arrêter la fouille qui avait commencé dans les années, je ne me rappelle plus très bien, après 59, quoi. Non, après 61, puisque moi en 59 j'étais dans la marine. Alors à la DRAS, par l'intermédiaire de Benoît, si vous voulez, avec qui j'étais, si vous voulez, en rapport, parce que le commandant Taillez aussi avait été un archéologue sous-marin, puisqu'il avait fouillé l'épave du Dramont. Pas du Dramont, de l'île du Levant, avec des Dressel 12. Et alors Benoît, qui était un battant, une locomotive, avait comme projet d'équiper l'archéologie sous-marine en locaux et surtout avec des moyens techniques comme un bateau. Alors c'est lui, par exemple, qui avait lancé à l'époque l'utilisation du Fort Saint-Jean, qui était désaffecté et qui ne servait plus, pour en faire un centre d'archéologie sous-marine. Alors, Benoît a appris, si vous voulez, faisant le siège du ministère, qu'il y avait des postes d'assistants qui avaient été débloqués pour les directions de Paris Sud et Paris Nord. Et comme il n'y a pas eu de candidat, puisqu'à l'époque, si vous voulez, les archéologues ne couraient pas les rues, et en plus de ça, les salaires étaient ce qu'ils étaient, il a décidé de me proposer de réunir les deux postes pour venir à Marseille. Et alors, il a obtenu le transfert à Marseille, et en 1961, après mon retour du service militaire et de Saint-Mandrier, il a proposé ma candidature. Alors j'ai longuement hésité parce que, si vous voulez, entre le notariat, qui est un métier lucratif, et un poste d'archéologue sous-marin, c'était, si vous voulez, la nuit et le jour. Mais j'ai quand même, malgré tout, si vous voulez, décidé de présenter ma candidature, et elle a été acceptée. J'ai été embauché en 61 comme assistant du bureau des fouilles et antiquités à Paris, chargé de l'inspection des fouilles sous-marines. J'ai été basé dans un premier temps à Perpignan, mais l'expérience a prouvé que ce n'était pas pratique. Et alors en 62, j'ai été embauché en décembre 61,
Et dans le courant de 62, je me suis installé à Marseille, où j'ai loué un appartement. Et j'ai été basé au point de vue administratif, au point de vue bureau, au Château Borelli, qui était le musée d'archéologie de la ville de Marseille, dont Benoît était le conservateur. Et je dépendais en même temps de M. Gallet-le-Santerre, qui était professeur à la faculté des lettres de Montpellier, et qui lui était, comme Fernand Benoît, directeur des antiquités historiques. Alors l'un, Provence, Côte d'Azur, Corse, et l'autre, Languedoc-Roussillon. Alors j'ai été tout seul, de 1961 à 1974, au point de vue plongeur sous-marin. Et c'est en 66, si vous voulez, où on a créé, le ministère de la Culture a créé la direction des recherches archéologiques sous-marines à Marseille, avec un nouveau siège au Fort Saint-Jean, sur le Vieux-Port. Alors là, j'ai été, bien entendu, transféré et rattaché à la DRAS, où j'ai été chargé alors de toutes les questions techniques, au point de vue, si vous voulez, après avoir été, si vous voulez, responsable de tout et de rien. Et j'ai été, si vous voulez, chargé de la plongée sous-marine, des techniques de fouille et de la préparation et de la construction du bateau que le ministère avait décidé de construire, l'Archéonaute. Alors ça, je ne peux pas vous dire, nous ne savons pas qui est-ce qui a décidé de baptiser ce bateau l'Archéonaute, mais d'ailleurs la marraine a été à l'époque une préhistorienne, Madame Alimène, Mademoiselle Alimène. Et l'Archéonaute alors a été mis en chantier après un tas de péripéties qui sont relatées par Michel Lourd dans l'ouvrage de l'Archéonaute à l'André Malraux, a été construit à Arcachon. Et il a été armé au point de vue navigation, entretien par la Marine nationale, c'est-à-dire la direction du port de Toulon, qui a affecté sur l'Archéonaute un équipage de 8 hommes, commandé par un sous-officier, soit un maître principal ou major. Et moi, alors c'était un bateau d'ailleurs mixte, qui avait la flamme de guerre et le numéro A789, qui était son numéro d'immatriculation A par auxiliaire, si vous voulez. Et il était aussi bateau civil, c'est-à-dire qu'il avait, si vous voulez, vu que le propriétaire était le ministère de la Culture, il avait un statut civil qui lui donnait droit à des avantages comme la détaxe mer. C'était un bateau un petit peu particulier et bizarre au point de vue statut. Alors l'Archéonaute a été lancé en 67. Nous l'avons rodé seul, puisqu'à l'époque, si vous voulez, le premier directeur de la DRAS a été André Tchernia, qui est un spécialiste, un latiniste, mais aussi spécialiste des amphores. Et c'est moi qui l'ai rodé. Alors à l'époque, si vous voulez, je me faisais assister par des amis, notamment mon alter ego, qui est maintenant à Saint-Raphaël et qui est connu par ses fouilles, notamment le Dramont-E, qui est une épave du Bas-Empire, Claude Santamaria, que je considère comme un alter ego. Et j'ai travaillé avec Frédéric Dumas, qui appartenait, si vous voulez, au triumvirat des Mousquemers, c'est une appellation décidée par le commandant Taillès. Et Frédéric Dumas était un plongeur, si vous voulez, respecté et admiré par la plongée en général, parce que là, Frédéric Dumas m'a apporté une caution, si vous voulez, de sa personne. Voilà. Et je l'ai embarqué à bord de l'Archéonaute dès 67 avec Santa Maria, qui était à l'époque, dans l'enseignement, il était instituteur à Saint-Raphaël. Quand j'ai commencé à fouiller à Port-Vendre, aucun dépôt n'existait, parce que bien entendu, il faut stocker les objets. Alors mon premier dépôt a été dans le château royal de Collioure, qui appartenait au département des Pyrénées-Orientales. Puis après, si vous voulez, par l'intermédiaire du maire de Port-Vendre, qui était intéressé, lui, si vous voulez, par l'archéologie. Monsieur Jean-Jacques Villard. Monsieur Jean-Jacques Villard, et il était assisté par un premier adjoint, qui était excessivement, si vous voulez, un fanatique aussi, c'était le docteur Bernard Paul. Et Villa m'a donné, dans les années 70, l'ancien abattoir, qui était au-dessus de l'ancien Gerbal, à la Mirande, et qui était désaffecté, avec des crédits du ministère de la Culture, par l'intermédiaire de Patrice Paumet,
qui était directeur de la DRAS de l'époque, nous avons restauré l'abattoir et c'est devenu le dépôt officiel du Roussillon, sous la responsabilité de la DRAS et de la mairie de Port-Vendre, qui maintenant c'est devenu un dépôt, je crois, qui est géré par le ministère de la Culture et par la mairie de Port-Vendre. Parce que les fouilles de Port-Vendre se sont développées rapidement. Il y a eu des chercheurs comme Dali Coys, qui lui, si vous voulez, a été très dynamique. Et en même temps, comme si vous voulez, il y avait en Languedoc, à Agde, un archéologue particulier, enfin un archéologue, un plongeur archéologue particulièrement dynamique qui s'appelait Denis Fonkerle. J'ai aussi créé un dépôt d'archéologie à Agde, qui est devenu, si vous voulez, l'antichambre du musée actuel du Cap d'Agde, qui est le musée de l'Eiffel. Et j'ai créé l'association pour le développement de l'archéologie sous-marine en Languedoc-Roussillon, qui a donné des idées à Guy Baruol, directeur des Antiquités à Montpellier, qui a créé l'association pour le développement de l'archéologie en Roussillon. J'ai été, si vous voulez, en fonction officielle de 1961 à 2000. Alors comme en 1900, il y a une parenthèse aussi, ça serait très long, c'est de tout développer et d'entrer dans le détail, mais comme en 1992, il est sorti un code du travail excessivement, si vous voulez, strict au point de vue plongée. J'ai été à l'époque, si vous voulez, de ma splendeur de plongeur sous-marin, plongeur certifié classe 3, c'est-à-dire que j'avais le droit de dépasser les 60 mètres par la COMEX, qui est la créée par Deleuze à Marseille. Mais en 92, si vous voulez, j'atteignais déjà l'âge critique où, si vous voulez, je pouvais plonger, si vous voulez, en toute sécurité. Alors, l'administration, qui m'a, à l'époque, si vous voulez, fait toujours confiance, a voulu me faire plaisir et elle m'a proposé de me muter à Totavel, comme attaché du professeur de Lumelay, et j'ai été à ce moment-là payé par le ministère de la Culture, mais mis à la disposition du CNRS. Le directeur du labo s'appelait Jean-Claude Mikowski, et c'était un géologue. Donc j'ai fini ma carrière de 92 à 2000 à Totavel, où j'ai travaillé pour de Lumelay, notamment pour tout ce qui était gestion, fouille, organisation. J'ai créé la photothèque de Totavel avec mon fils qui était photographe, et nous avons fait une photothèque qui est maintenant très performante. Mes plus beaux souvenirs d'archéologue sous-marin, si vous voulez, a été d'avoir, si vous voulez, d'être entré en contact avec des épaves vierges. Je vous citerai l'épave, par exemple, de la baie de Briande, entre le Cap Taillat et le Cap Lardier en Provence, qui est une épave d'amphore gréco-italique qui était posée, si vous voulez, sur un sol de sable coquillé blanc magnifique. Cette épave, je l'ai expertisée en 1965, elle était vierge. Il suffisait de toucher une amphore du tumulus et l'amphore tombait toute seule. C'était une épave magnifique. Malheureusement, à partir du moment où elle a été déclarée aux affaires maritimes, où il y a eu pas mal de fuites, elle a été pillée et en un mois, le tumulus a disparu. Alors Taillès a voulu nous faire plaisir à l'époque, et avec la Marine nationale, puisque c'était un ancien officier de marine supérieure, nous avons installé sur l'épave de la baie de Briande un filet anti-torpille, c'est un filet en acier. Malheureusement, un mois après son installation, il a été cisaillé et les plongeurs ont continué à extraire les amphores à travers les mailles du filet, quoi. En Roussillon, bien entendu, depuis les années 50, la recherche, vous l'avez dit vous-même au point de vue, si vous voulez, l'importance des collections, s'est considérablement développée. Alors il y a eu, j'ai cité tout à l'heure Dali Coys, qui était technicien à la faculté de Perpignan. Il s'occupait du laboratoire, si vous voulez, technique, audiovisuel Dali Coys a fait la connaissance de plongeurs, non pas de plongeurs, d'archéologues, qui étaient des archéologues compétents, comme Bernard Liou, à Marseille, qui est devenu à l'époque, après, le directeur de la DRAS, ou le professeur Étienne à Bordeaux, avec son assistance, comment s'appelait, Maillet. Alors, il y a eu, si vous voulez, la fouille de l'Anse-Gerbal, Port-Vendre 1, qui a été une fouille exhaustive, qui a été retardée, si vous voulez, au fil des années, mais qui s'est terminée en 1974. J'ai quitté l'archéologie sous-marine à Port-Vendre en 1992, et à l'époque, si vous voulez,
en transition, il y a eu l'épave de la Mirande, qui a été déclarée par Alain Lejeune, et ces décans. Alors l'ARESMAR a succédé à l'université, au CERAS, qui était le centre d'études et de recherche sous-marine, créé par Dalikoy. Alors cette bibliothèque que vous connaissez est une bibliothèque d'autodidacte, c'est-à-dire ça part, si vous voulez, depuis le manuel de préhistoire, d'archéologie, comme par exemple le manuel du 19e de Deschelette, tout ça, etc., en passant par toutes les publications spécialisées. Alors, je me suis surtout spécialisé, bien entendu, dans l'archéologie sous-marine et dans l'architecture navale. Alors, je possède toutes les publications sur les épaves, notamment l'épave de Nemi, qui a été fouillée en Italie. C'était un des bateaux de parade qui naviguaient sur le lac de Nemi du temps de Caligula. Il y a la fouille de Bodrum en Turquie. Il y a l'épave de Yassiada, tout ça je l'ai. Y compris, si vous voulez, tout ce qui est sorti à l'échelon local. Il fallait envisager, compte tenu de mon âge, pour lui fixer une destination. Alors j'ai pensé, par votre intermédiaire, en faire don aux archives départementales, parce que j'estime qu'une entité qui porte le nom d'archives départementales est une entité particulièrement sérieuse. Alors j'ai reçu une approbation élogieuse de la présidente du département des Pyrénées-Orientales, qui est Madame Hermeline Malherbe, en 2012. Je tiens quand même à rendre hommage, si vous voulez, à tous ceux qui m'ont fait confiance, comme Jean Autin, Jean Gazagne, Jean Chabert, Jean Sérignan, parce que si vous voulez, il faut reconnaître qu'avec, si vous voulez, tout ce qu'a pu leur apporter Fernand Benoît, ils ont quand même créé la structure de l'archéologie nationale française à partir de 1958. Malraux a été un grand ministre, connu pour les maisons de la culture, connu pour le ravalement des façades de Paris, tout ça, etc. Et l'archéologie générale en France lui doit beaucoup. Monsieur Yves Chevalier a fait don au département à l'automne, à la fin de l'année 2017, de son importante bibliothèque pour qu'elle soit conservée à la bibliothèque archéologique du service départemental de l'archéologie. C'est un don pour nous particulièrement important puisqu'il comporte près de 1500 ouvrages et près de 2000 titres de revues. Ça nous a permis d'enrichir considérablement le fonds de la bibliothèque archéologique qui est très consulté par les spécialistes du département et par les étudiants également de l'université. Donc pour nous, c'était une chance inespérée de pouvoir compléter nos fonds et de pouvoir en faire bénéficier l'ensemble de la communauté scientifique, mais également le grand public, puisque la bibliothèque est ouverte à tous. Nous entretenons des relations privilégiées avec le master en archéologie de l'Université de Perpignan et plus particulièrement le master en archéologie subaquatique, sachant que certains étudiants, enfin même la plupart des étudiants, viennent consulter au pôle archéologique à la bibliothèque que nous conservons les ouvrages spécialisés que nous conservons dans ce domaine-là. C'est une ressource essentielle pour eux et pour l'ensemble des chercheurs